Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis professeur de statistique dans cette faculté et j'exerce la psychiatrie pour enfants et adolescents. Et donc, vous savez qu'en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, on s'intéresse beaucoup à l'intelligence, en particulier à travers les mesures de QI. Et on a aussi des problèmes de définition de l'intelligence. Et ça se rapproche d'ailleurs de ce que tu as présenté tout à l'heure. Pour nous, l'intelligence, c'est la capacité à surmonter ses difficultés. Mais en fait, ce qui est surprenant, c'est que toutes les intelligences ne sont pas égales entre elles dans la société. Vous savez qu'il y a une intelligence émotionnelle, il y en a plein, et que celle qu'on mesure chez les enfants, c'est le QI, c'est une intelligence opératoire assez abstraite. En gros, c'est ce qui permet d'avoir des bonnes notes à l'école. Et donc c'est une forme d'intelligence particulière. Et ce qui choque, c'est que cette intelligence-là est un lieu essentiel du narcissisme des humains. Il n'y a qu'à voir quelque chose d'ultra classique en consultation. Si vous avez à annoncer à des parents que leur enfant a 80 QI ou 140, ça n'a absolument pas le même effet. Alors que dans la vie de tous les jours, en général, il vaut mieux être avec un enfant qui a 82 QI que 140. Même pour l'enfant. Et donc voilà, c'est comme ça, l'intelligence fascine, l'intelligence est une intelligence particulière, l'intelligence abstraite, formelle, opératoire, fascine les êtres humains. Et donc du coup, quand il y a de l'intelligence artificielle qui arrive, quand un ordinateur commence à battre un homme aux échecs, c'est un drame collectif, parce que c'est une blessure narcissique. Alors les échecs encore, c'était un peu artificiel. Le Go, c'est beaucoup plus élégant. Et c'est pareil. Voilà. On est battu par les ordinateurs et donc c'est une blessure. Et alors quand il y a une blessure, qu'est-ce qui se passe? Plusieurs solutions. La première, c'est qu'on se fâche. Et donc vous avez tout un tas de nos concitoyens qui sont énervés par l'intelligence artificielle. On est gouverné par des algorithmes, etc. Et ils ont sûrement en partie raison, mais enfin en partie tort aussi. Et puis vous avez ce qu'on appelle une formation réactionnelle, c'est-à-dire quand vous avez peur de quelque chose, eh bien vous vous lancez dedans pour contrarier votre peur. Vous savez, hein, des gens qui ont peur de devenir un peu brigands, ils deviennent policiers, etc. C'est quelque chose, ça s'appelle une formation réactionnelle, ça fait partie de la psychologie de base. Et donc vous avez des gens qui ont peur de l'intelligence artificielle et qui trouvent ça génial. Et donc on en entend partout, c'est pas seulement parce qu'une médaille Fields est députée, ce qui est une très bonne chose, mais donc il y a une espèce de lubie autour de l'intelligence artificielle, que les collègues d'ailleurs informaticiens regardent avec amusement. Ça les dérange pas parce que ça leur permet d'avoir beaucoup de budget, mais d'ailleurs vous savez qu'une définition de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est la meilleure façon d'avoir de l'argent pour faire de la recherche, ce qui est vrai aussi. Et donc vous avez une lubie, et en médecine, il faut bien reconnaître que on a l'habitude des lubies technophiles, et ça s'explique parce que c'est plus simple de parler avec une image, avec une radio, avec un examen biologique que de parler avec un patient. Et donc il y a souvent une tentation de se lancer dans la technologie. Le problème, c'est que ça coûte cher et que vous avez entendu parler aujourd'hui des problèmes d'argent qu'on a à l'hôpital et que, en fait, tout ça est quand même un problème global. Et comme l'a dit Xavier, le problème de l'humain se pose. Donc oui, l'IA est une lubie technophile de plus, voilà. Mais, bien sûr, la technologie, depuis toujours, a aidé la médecine. Et donc la question se pose aujourd'hui de savoir en quoi l'IA va vraiment nous aider à nous. Alors, d'abord, il y a un problème de dénomination. Donc intelligence, on a vu, intelligence artificielle, en fait, tous les acteurs du domaine ne sont pas d'accord sur le mot à donner à ce truc-là. Et moi, il y en a un que j'aime bien parce que ça dédramatise. IA, c'est pas intelligence artificielle, c'est intelligence augmentée. Comme ça calme. Vous voyez, ça calme. Alors, en fait, en médecine, quelle a été la première forme d'intelligence augmentée? Le livre. Le livre, c'est de la mémoire. Vous savez que la mémoire, c'est connexe de l'intelligence, et d'ailleurs, même pour certains théoriciens, en fait, la mémoire humaine, c'est de l'intelligence, et l'intelligence humaine, c'est de la mémoire, puisque notre mémoire est associative, hiérarchique, etc. Et en fait, quelque part, c'est de l'intelligence.
ça se discute, mais en tout cas, avoir un livre, c'est avoir une mémoire augmentée, c'est avoir une intelligence augmentée, et vous savez qu'à l'école, on apprend aussi à travers les livres, et que les médecins adorent les livres depuis Hippocrate. Donc, oui, les livres sont une forme d'intelligence augmentée. Alors, néanmoins, les livres ont trouvé leurs limites. En particulier, il se passe quelque chose qui est inhérent à l'intelligence naturelle humaine, c'est une limitation dimensionnelle. Nous sommes capables de concevoir des espaces en 2 dimensions. En 3 dimensions, c'est pas complètement simple. En 4 dimensions, c'est impossible. On ne peut pas concevoir des points dans un espace à 4 dimensions de façon intuitive. Et donc, du coup, une autre forme d'intelligence augmentée, c'est le recours aux mathématiques, qui est sûrement une particularité humaine, au moins au point qu'on a développé les mathématiques. Les mathématiques ne nous permettent pas de nous représenter des points dans un espace de 4 dimensions, mais nous permettent de les conceptualiser. Et c'est fantastique. Alors, mais ça reste un univers abstrait, les mathématiques. Et il y a eu quelque chose qui a permis de plonger les mathématiques dans la réalité, ça s'appelle la statistique. Et donc la statistique permet de se représenter des points dans un espace de P dimensions. Comment on fait? On fait une analyse en composantes principales, c'est une technique de réduction de dimensions qui permet d'accéder à des données complexes. Ça, c'est non supervisé, pour prendre le jargon de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Il y a le supervisé, c'est-à-dire quand on explique une variable, comme tout à l'heure le cancer du sein avec des mammographies, on a des modèles. On modélise la probabilité d'avoir un cancer du sein par tout un tas de variables. Et donc ça s'appelle la statistique, et ça existe en gros depuis le milieu du XVIIIe siècle. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la statistique, ça impose de faire des calculs. Et que ces calculs, si c'est vous qui les faites, on arrive vite à nos limites. Et il s'est passé quelque chose au XXe siècle, c'est l'ordinateur, ça a été dit tout à l'heure. L'ordinateur est une forme d'intelligence augmentée parce qu'il permet de faire des calculs statistiques, en particulier en médecine. Et c'est vrai que ça nous a permis de voir des choses que l'on ne pouvait pas voir. Par exemple, est-ce que la pilule contraceptive est un facteur de risque de cancer du sein? C'est une question extrêmement importante, vu le niveau d'exposition au contraceptif oral, vu la gravité du cancer du sein. On n'a pas le droit de se tromper. Cliniquement, c'est impossible. Il y a un rationnel biologique. La pilule contraceptive est un perturbateur endocrinien massif, donc il y a un risque que ça soit cancérogène. Mais cliniquement, vous ne pouvez pas le voir, parce que l'effet est tellement, s'il existe, l'effet est tellement faible qu'il va échapper à la vision d'un être humain. Et donc il a fallu faire des statistiques sur des centaines de milliers, voire des millions de femmes, pour se rendre compte que, oui, c'est un petit facteur de risque de cancer du sein, mais c'est un facteur de risque, un facteur protecteur du cancer de l'ovaire, et donc l'un dans l'autre, ça n'est pas dommageable à la santé des femmes, et donc les femmes peuvent continuer à prendre leur pilule contraceptive. Et donc la statistique augmente l'intelligence médicale de façon concrète. Alors, néanmoins, elle a eu aussi des limites, la statistique, c'est que la statistique marche bien quand elle s'intéresse à des phénomènes non linéaires de niveau de dimension modéré. C'est-à-dire, en gros, en ordre de grandeur, des espaces de dimension 10. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi, c'est juste la réalité. Au-delà de 100 dimensions, la statistique classique a du mal. Autour de 10 dimensions, ça fonctionne assez bien. Et donc, en fait, il s'est passé quelque chose depuis 30 à 40 ans, depuis que la statistique existe dans le domaine médical, il y a eu une espèce de Yalta. La statistique s'est intéressée aux phénomènes possidimensionnels, avec beaucoup de sujets, et linéaires. Et puis, l'intelligence clinique s'est intéressée au reste. Et ça, beaucoup de scientifiques l'ignorent. C'est qu'en fait, il y a un collègue cardiologue de Cochin qui dit que la clinique commence là où les recommandations se terminent. C'est-à-dire, la clinique commence là où les algorithmes s'arrêtent.
Et vous voyez, par exemple, en psychiatrie, on a dans la schizophrénie un symptôme qui s'appelle la dissociation. Et en fait, on ne sait pas l'expliquer. On peut le voir en 30 secondes. D'ailleurs, il y a un Allemand qui disait que ça s'apparentait à un Précox-Gefühl, c'est-à-dire on voit le sujet et en quelques secondes, on sait qu'il est schizophrène et on ne sait pas dire pourquoi. Et d'ailleurs, quand on enseigne aux étudiants, on dit, tu vois, voilà, il est comme ça. Ben, ça s'appelle la dissociation. Et après l'avoir vu 3 fois, on sait ce que c'est. Et donc, comment ça se passe? Eh bien, c'est sûrement quelque chose de massivement non linéaire et très multidimensionnel dans la communication humaine. Nous sommes très forts pour communiquer entre nous, très très forts. On voit tout un tas de choses sans s'en rendre compte en très peu de temps. Et donc, il y a des choses qu'on voit, et comme c'est multidimensionnel et non linéaire, on ne sait pas l'expliquer, mais on le voit. Alors, les médecins s'efforcent justement de l'expliciter. Il y a un autre exemple, vous direz c'est de la psychiatrie, ils sont un peu fumeux par certains aspects, ce qui est une idée reçue, hein, c'est la vie. Mais prenez un symptôme classique dans la médecine, l'altération de l'état général. Officiellement, on dit que c'est asthénie, anorexie, amaigrissement. En fait, c'est pas ça du tout. Vous allez chercher votre patient dans la salle d'attente, vous lui serrez la main, vous lui dites bonjour, etc. Et en fait, vous voyez plein de choses, la mimique, la gestuelle, etc., la couleur de la peau. Enfin, il y a des milliers de variables. Et vous vous dites, il a une sale tête, il a une sale tête. Et là, vous allez chercher l'asthénie, l'amaigrissement et l'anorexie, et vous allez dire que c'est une altération d'état général, mais vous le saviez déjà avant. Hein. Et d'ailleurs, ça ressemble à... Vous savez, il y a des philosophes qui ont discuté sur la place de la logique de l'intuition dans l'accès aux connaissances, et il y a un philosophe qui aimait bien l'intuition, qui disait, la logique, elle est comme le soldat lâche qui achève un ennemi blessé et qui se vante ensuite de l'avoir tué. C'est exactement comme ça avec les algorithmes diagnostiques. Enfin, souvent, vous connaissez déjà la réponse et vous utilisez l'algorithme pour vous rassurer. Et ça marche, hein, c'est-à-dire parce que l'intuition fait dire des bêtises aussi. Donc, en tout cas, il y avait un Yalta qui arrangeait bien tout le monde, avec 10 dimensions ou moins, avec des phénomènes non linéaires, avec des phénomènes linéaires, c'est la statistique et les algorithmes, etc. Quand c'est au-delà, c'est l'intelligence clinique. Et tout le monde était content. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé là avec cette histoire d'intelligence augmentée récente, puisque l'intelligence augmentée existe depuis toujours en médecine? Ce qui s'est passé, c'est qu'au même moment, il y a eu de nouveaux jeux de données, de nouvelles techniques d'analyse, et il y a eu des scientifiques qui étaient décomplexés par rapport à l'abord de ces nouvelles questions. Donc les nouveaux jeux de données, c'est des jeux de données en grande dimension, en nombre de sujets. Mais ça, en fait, la statistique classique, c'est très bien faire avec des grands nombres de sujets, il n'y a aucun problème. Mais en grand nombre de variables. Ça n'existait pas avant, c'est vrai. Il n'y avait pas de jeu de données avec des millions de variables. C'était même, vous voyez, au début de la création de la statistique dans les années 1920, Fisher, Student, etc., n'imaginaient même pas qu'on pourrait avoir un jeu de données avec plus de 1000 variables. C'était même inconcevable. Or, c'est les mêmes statistiques inférentielles qu'on utilise avec des millions de variables. Donc, il y a un problème épistémologique. Donc, on a de nouveaux jeux de données. On a de nouvelles techniques, ça a été présenté. On a de nouvelles techniques. On a des ordinateurs bien plus puissants. Et on a des scientifiques qui sont décomplexés. Les gens qui font des data science sont beaucoup moins complexés que les statisticiens. À tort et à raison. À tort et à raison. Parce que, comme ça a été dit tout à l'heure, il faut quand même faire gaffe quand on analyse des données médicales. Il y a un enjeu derrière. Donc il faut quand même être responsable de ce qu'on raconte. Et il faut être responsable du fait quand on raconte des choses, les gens les comprennent parce que ce sont les gens qui vont utiliser ce savoir pour soigner les gens. Donc là, il y a un enjeu essentiel. Et l'avantage des modèles linéaires avec faible nombre de dimensions, c'est qu'on les comprend. On les comprend. Vous additionnez des symptômes, quand ça dépasse un certain seuil, alors ça veut dire que ça va plus ou moins mal. Vous voyez, tout le monde comprend ça. Tout le monde comprend comment ça a été fait. Et ça, c'est pas négligeable. Mais bref, la science, c'est comme ça. Il y a des moments où il se passe des bouleversements avec des gens qui sont décomplexés et qui foncent, et c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Et c'est très bien parce que je suis sûr qu'on va faire des progrès. Alors, certains se plaignent, des médecins ont peur,
Là, on l'a vu sur les mélanomes, mais alors du coup, on va être au chômage. Mais il faut être honnête, l'objectif ultime de la médecine, c'est qu'on soit tous au chômage, que tous les médecins soient au chômage. Hein. Alors, bien sûr, malheureusement, c'est pas de sitôt. Hein, et même nos étudiants en PACES, ils auront du boulot jusqu'à la fin de leur jour. Hein, il n'y a aucun souci avec ça. Mais on va gagner à utiliser cette nouvelle forme d'intelligence augmentée. Il va falloir qu'on apprenne à vivre avec. Il va falloir que les gens qui la créent apprennent à vivre avec ce que c'est que la pratique médicale, qui n'est pas ce que les gens pensent. Hein. C'est là aussi massivement non linéaire. Et les médecins sont massivement forts, hein, parce que tout simplement, ils ont un cerveau qui est un truc qui est extrêmement puissant. Hein. C'est un processeur en 3 dimensions. Un processeur en 3 dimensions qui pèse quelques kilos, aujourd'hui, technologiquement, personne ne sait faire ça. Hein. Donc les médecins sont très forts, mais ça gagnera à être augmenté, il n'y a aucun problème là-dessus. L'important, c'est que ça ne soit pas une lubie. Parce que les lubies, c'est pas sérieux, ça fait faire des bêtises. Merci pour votre attention.